Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Fermoscopie Saône-et-Loire. Nous allons rester ensemble pendant 1 heure et demie résultats des systèmes bovins-lait, ainsi que pour faire le point sur la capacité d'adaptation des entreprises face à la Covid-19. Vous êtes nombreux à vous être inscrits à ces rendez-vous Fermoscopie Saône-et-Loire cette année. On compte plus de 280 participants dans le public et nous sommes contents du coup d'avoir proposé une forme qui vous permette à la fois de participer à ce rendez-vous que nous conduisons depuis de nombreuses années, tout en faisant attention à votre santé et à celle de vos proches. Nous avons gardé donc ce rendez-vous, mais nous l'avons fait plus concis. Il durera seulement 1 heure et demie et nous avons souhaité garder des moments d'échange. Donc, à la fin de la première présentation qui portera sur les résultats 2020 en exploitation laitière, vous aurez un temps d'échange avec l'intervenante. Puis, vous aurez un nouveau temps d'échange à la fin de la deuxième partie sur la capacité d'adaptation des entreprises. Pour échanger avec nos intervenantes, vous pouvez utiliser le chat, puisque nous ne pouvons ni vous voir ni vous entendre. Donc le chat, vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur l'icône en forme de bulle de BD avec 3 petits points en haut à droite de votre écran. Vous recevrez à la fin de quelques jours après ce webinaire le replay de façon à nous voir autant de fois que vous le souhaitez. Vous pourrez également consulter les documents avec les résultats dont nous allons parler aujourd'hui sur notre site internet. Je vous laisse maintenant en compagnie du président de Serre France Saône-et-Loire, Vincent Landreau. Je vous souhaite la bienvenue dans ce traditionnel rendez-vous du Fermoscopie. Il était important pour nous de malgré le confinement et nous en avons profité pour le faire évoluer, le transformer et cela jusqu'à le dématérialiser pour vous permettre de le vivre depuis chez vous. C'est certain qu'il nous manque la convivialité et les échanges entre nous en périphérie de cet événement, mais je vous assure que toute la technicité et l'expertise de nos collaborateurs est présente dans la continuité de l'accompagnement réalisé tout au long de l'année auprès de nos adhérents. Fermoscopie est un moment important pour nos adhérents agriculteurs, mais aussi pour l'ensemble du monde agricole. C'est à ce moment-là que vous sont présentés, dès le mois de novembre, l'ensemble des résultats économiques de l'année en cours. Je tiens à remercier et à féliciter pour cela les collaborateurs de Serre France Saône-et-Loire qui nous permettent cette performance. Cette année 2020 aura été encore une fois atypique. Atypique par la crise sanitaire qui est arrivée dès le mois de mars et qui continue encore. Bien que l'agriculture ait été moins impactée que d'autres secteurs, le Covid-19 a néanmoins perturbé l'organisation, le travail et aura des conséquences économiques sur le plus long terme. 2020 a été aussi atypique par une troisième année de sécheresse, très impactante par sa durée, son intensité et la répétition de ces phénomènes climatiques. Nous le voyons, le changement climatique est bien là, il est présent. C'est maintenant un élément structurel plus que conjoncturel et à prendre en compte dans la gestion de l'exploitation. Naturellement, l'homme n'aime pas le changement. C'est pourquoi Serre France Saône-et-Loire est là pour nous accompagner et nous aider à découvrir et saisir des opportunités qui s'ouvrent devant nous dans ces périodes de changement. Cela nécessite de savoir clairement où et comment chacun se situe dans sa stratégie d'entreprise et dans son environnement de marché. C'est aussi l'objectif de Fermoscopie. L'accompagnement, le conseil, est une priorité chez les collaborateurs, mais aussi pour le conseil d'administration de Serre France. Administrateurs, nous sommes tous adhérents, chefs d'entreprise et partageons donc les mêmes préoccupations que vous. Nous souhaitons et nous mettons tout en œuvre pour que Serre France soit toujours présent à nos côtés pour nous aider à grandir et à avancer. Et je n'ai aucun doute à ce sujet. Je voudrais tous vous remercier pour votre participation à ce Fermoscopie digital. Je suis certain que chacun se nourrira de nombreuses informations qui vont nous être délivrées et que cela fera naître chez vous des réflexions. N'hésitez pas à les partager ensuite avec vos comptables et vos conseillers. Je vous laisse maintenant entre de bonnes mains en compagnie de nos chargés d'études Serre France. Bonne conférence à tous.
comme l'a souligné Vincent, pardon, nous allons vous donner des repères pour vous situer parmi les résultats à 2020. Et le travail qui va vous être présenté est le résultat d'un travail d'équipe. Donc, vous voyez ici les 8 principaux instrumentalistes de cette partition. Donc, on a 6 conseillers: Emmanuel Gros, Cécile Pandreau, Émilie Gaulin, Pascal Laurin, Magali Falière et Éric Janin, qui ont travaillé sur à la fois les estimations 2020 et l'analyse de la conjoncture. Et qui ont été choisis pour leur expérience et leur recul sur les résultats. Donc, ce sont des conseillers qui œuvrent sur l'ensemble du département et qui accompagnent à la fois les clients, sur la restitution de leurs performances de façon annuelle, mais également sur le chiffrage de projets qui viennent scander les carrières des exploitants. Nous avons aussi Aurélie Deschamps qui s'est occupée de la mise en musique de la communication autour de Fermoscopie, et Sébastien Pont qui a orchestré l'ensemble. Donc, je vais maintenant passer la parole à Émilie Gaulin qui va vous présenter les résultats, et nous nous retrouverons dans une quinzaine de minutes pour la séance de questions. Merci Mathilde. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre participation nombreuse à cette édition de Fermoscopie. Effectivement, le format change, mais la forme perdure, et nous allons passer un moment ensemble pour évoquer les résultats attendus en production laitière en 2020. Mais tout d'abord, afin de donner de l'interactivité à ma présentation, je vous propose de faire un petit sondage. Vous avez un outil de sondage disponible juste sous la bulle de chat, et je vous propose de répondre à une question qu'on nous pose souvent, et qui est finalement comment est-ce que l'investissement impacte le revenu? Est-ce que l'investissement l'impacte à la baisse? Est-ce qu'il n'y a pas d'impact? Ou est-ce qu'il l'impacte à la hausse? Voilà, je vous laisse participer à ce sondage et puis on en reparle en fin de présentation. Alors, que retenir pour cette année 2020? Si on se concentre sur quelques-uns des termes qui apparaissent à l'écran, comment parler de 2020 sans évoquer la crise sanitaire que nous connaissons et qui est si particulière? La crise de la Covid-19, elle était intervenue dans un contexte de production mondiale dynamique et elle est venue perturber les marchés au printemps. Mais le retour à la normale a été rapide. Et dans notre département, l'impact a été plus ou moins variable finalement selon le mix produit des laiteries, notamment pour les productions sous AOP et les ventes en circuits locaux. Des reports ont été possibles sur des volumes initialement destinés aux restaurants et aux collectivités vers les grandes surfaces. Durant cette période, la France a été le seul pays à inciter financièrement les éleveurs à réduire leur production, avec une aide du CNIEL de 320 € au millilitre, en contrepartie d'une baisse de la production de 2 à 5 %. Et certains d'entre vous ont pu activer ce levier, mais le plus souvent, on a davantage observé un effet d'aubaine qu'une réelle volonté de diminution de la production. Si on s'intéresse au prix du lait, sur la campagne, ce prix du lait, il est de 364 € au millilitre et il reste satisfaisant. Si le scénario est moins favorable qu'envisagé en début d'année 2020, pour autant, la conjoncture, elle n'est pas dégradée, comme cela avait été le cas, par exemple, en 2015 ou en 2016. Il n'y a pas de stock d'intervention, il n'y a pas d'inquiétude, pas de menace à court terme de forte baisse des prix sur les marchés internationaux. En fait, la situation actuelle, elle se caractérise surtout par une grande incertitude en raison de la crise économique à venir et de l'évolution de la consommation au cours des prochains mois. Et puis, ces incertitudes, elles sont également renforcées par les modalités de sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, modalités que pour l'instant, on ne connaît pas. Alors, si le prix du lait reste rémunérateur, notre département, pour autant, il s'achemine de plus en plus vers un prix différencié d'un élevage à l'autre, en fonction de l'entreprise qui collecte le lait et des débouchés de cette dernière. Ça, c'est quelque chose qu'on met en avant depuis 2016 et c'est encore plus vrai, notamment avec l'arrivée de nouveaux partenaires dans le département. En définitive, en 2020, la filière laitière, elle a davantage souffert dans le département du contexte de sécheresse et des épisodes de canicule qu'on a connus que de la crise sanitaire. Pour sécuriser les besoins fourragers des troupeaux, les ventes de céréales et en particulier de maïs ont été réduites et c'est surtout des rendements catastrophiques en moisson d'automne qui vont pénaliser le revenu des éleveurs laitiers en 2020.
Donc, comme on l'a évoqué, le prix du lait, il reste rémunérateur, hein, il est certes en repli, mais à 364 € au millilitre, il reste rémunérateur. Donc, pas lui le principal facteur de baisse du revenu chez les éleveurs laitiers. Si on regarde au niveau des charges, c'est pas non plus le principal facteur d'explication. Effectivement, les charges, elles ont évolué, coûts alimentaires en hausse, notamment du fait de l'impact de la sécheresse, et puis également évolution des charges de mécanisation du fait d'une dynamique qu'on observe depuis un retour en conjoncture favorable. Dans ces conditions, le prix d'équilibre, il a augmenté sur la campagne de 5 € au millilitre et il s'établit maintenant à 332 € au millilitre, c'est-à-dire que c'est le prix qui permet de couvrir l'ensemble des dépenses engagées en trésorerie sur les exploitations. Par contre, à l'échelle de l'exploitation type, on a une cinquantaine d'hectares de culture de vente. Et donc là, on estime que le chiffre d'affaires de cet atelier sur la période sera en baisse de 25%. Et c'est ça qui va tirer vers le bas le revenu des laitiers en 2020, puisque l'impact sera quand même marqué avec une baisse de 31% et s'établira à 17 300 € par UTAF. Alors, comment s'inscrivent les résultats des laitiers par rapport aux autres cultures du département? À l'écran, on a les autres productions du département qui sont représentées pour pouvoir comparer. Et on pourrait dire que finalement, les laitiers, ils s'en sortent plutôt bien et progressent. C'est vrai que quand on compare aux céréaliers qui enchaînent des revenus irréguliers et puis des déficits conséquents, certes, les laitiers encaissent sur les mêmes périodes, mais ont plutôt tendance, malgré l'impact de ces conjonctures défavorables, à résister et puis à remonter la pente depuis les crises de 2015 et de 2016. Quand on regarde en moyenne sur 10 ans, les céréaliers et les éleveurs allaitants, ils sont au coude à coude, mais les éleveurs allaitants, ils bénéficient quand même d'une plus grande solidité de leur bilan d'entreprise, ce qui les avantage par rapport aux céréaliers. Et puis, les viticulteurs, eux, ils bénéficient jusqu'à présent d'une envolée de leurs résultats dans un contexte où à la fois les prix et les volumes étaient très favorables, même si la crise économique et puis aussi la crise sanitaire qu'on connaît risque de changer la donne dans les mois à venir. Alors après cette approche de résultat, qu'est-ce qui se passe du côté de la trésorerie? Pour autant, l'équilibre en trésorerie, il est assuré. Bien évidemment, on a une efficacité économique qui chute, elle tombe à 25%, c'est 2 points de moins que la campagne précédente, parce qu'elle est plombée par l'atelier des cultures. Mais pour autant, le BE 2020, estimé à 103 000 €, il s'annonce suffisant pour faire face à la fois au prélèvement privé et au remboursement des emprunts. On sera à l'équilibre. Ce qui veut dire que ça va permettre d'éviter de dégrader les trésoreries. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que finalement, ces trésoreries, elles viennent de revenir à l'équilibre parce qu'il a fallu 3 ans de conjoncture favorable en termes de prix du lait pour ce retour à l'équilibre. Et depuis ces 3 ans, avec le retour à une conjoncture laitière stabilisée, on observe une hausse tendancielle des amortissements dans les entreprises laitières. Alors ça reste un point de vigilance, ces investissements. C'est vraiment un signal qui est porteur parce que pour nous, ça traduit la forte volonté des producteurs laitiers de s'inscrire dans l'avenir, surtout quand ils réalisent des investissements qui concernent les bâtiments. Mais pour autant, l'année 2020 qui vient de s'écouler, elle nous rappelle qu'il faut rester vigilant parce qu'on a notamment encore 20% de nos entreprises laitières du département qui présentent un risque moyen ou élevé et donc qui sont plus sensibles aux aléas, qui sont plus sensibles en cas de conjoncture dégradée. Donc dans le contexte actuel, encore plus que d'habitude, c'est vrai que c'est important pour les entreprises laitières de conserver agilité et adaptabilité pour assumer le remboursement de leurs annuités et une certaine souplesse en trésorerie pour anticiper la suite. Pour autant, bien évidemment, investir et réussir sont compatibles. Et c'est ce que nous avons choisi d'approfondir dans la suite de la présentation. Pour travailler sur ce sujet, on a commencé par analyser la situation des élevages par rapport à leur niveau d'annuité. Et l'étude des coûts de production a permis de déterminer que dans l'ensemble du groupe, on a un niveau moyen d'annuité qui s'élève à 70 € au millilitre. Et puis, on a qualifié d'investisseurs un groupe pour lesquels ce niveau d'annuité, en fait, est en moyenne de 89 € au millilitre.
Ça concerne 40% des élevages du groupe. Et bien évidemment, dans ces exploitations, on retrouve des entreprises équipées de robots de traite. Ces investisseurs, vous le voyez à l'écran, ils dégagent un revenu par UTAF qui est inférieur de 900 € par rapport au revenu du groupe. 25 000 € pour le groupe, 24 100 € pour les investisseurs. Ça établit bien le fait que finalement, l'investissement peut ne pas avoir de conséquences, ou des conséquences minimes en tout cas, en termes d'évolution du revenu. Et que donc, il soit tout à fait possible de réussir en investissant. Ce qu'on note même, c'est que pour plus d'un quart de ces investisseurs, on dispose d'un niveau de revenu qui est élevé, qui est supérieur à 30 000 € par UTAF, et que dans ce même groupe des investisseurs, on n'a aucun niveau de revenu inférieur à 10 000 € par UTAF, alors que c'est le cas pour 16% des entreprises dans l'ensemble du groupe. Autre enseignement qu'on peut tirer de nos chiffres, c'est que les investisseurs, ils parviennent à générer une rentabilité supérieure de 2 points par rapport à l'ensemble du groupe. Vous le voyez, leur rapport EBE sur produit, il est de 29% quand il est de 27% pour l'ensemble du groupe. Alors, comment est-ce qu'ils y parviennent? Ils sont aidés en cela par des moyens de production plus importants, 6 hectares par unité de main-d'œuvre, et une productivité plus conséquente de 1100 litres de lait vendus par vache laitière. Cette quête de l'efficacité économique et puis l'absence de revenus faibles, finalement, ça souligne le fait que nos investisseurs, ils ne se laissent pas le droit à l'erreur. Ils savent qu'ils doivent être efficients pour assumer leurs engagements, pour assumer leurs prélèvements privés, et ils bénéficient, pour les aider, d'une trésorerie qui est, on va dire, en meilleure santé et qui leur permet d'assumer d'éventuels revers de conjoncture. Toujours dans cette optique de comparer un petit peu investir et réussir, si on s'intéresse maintenant aux coûts de production de nos deux groupes, qu'est-ce qu'on remarque? L'analyse, elle met en évidence le point important des investissements, en particulier sur le poste des bâtiments. Le poste des bâtiments, c'est 28 € au 1000 litres pour l'ensemble du groupe et c'est 38 € au 1000 litres pour notre groupe des investisseurs, c'est supérieur de 35% en fait à la moyenne. Alors, c'est un aspect qui est moins sensible au niveau de la mécanisation, 99 contre 103 € au 1000 litres, mais c'est aussi du fait de la dilution des charges sur un volume supplémentaire, on l'a évoqué précédemment. En lien avec le niveau d'annuité, bien évidemment, on a des frais financiers qui sont supérieurs chez nos investisseurs. Et en termes de charge structure totale, on a une différence de 17 € au 1000 litres entre nos deux groupes. Mais si on retraite de nos amortissements, au final, c'est quand même important de souligner que pour les deux groupes, on est à 156 € au 1000 litres de charge de structure. Enfin, si on s'intéresse au bilan de nos entreprises, les investisseurs, ils affichent logiquement un taux d'endettement qui est supérieur de 3 points par rapport à l'ensemble du groupe. On est à 56% de taux d'endettement contre 53%. Et de la même manière, et sans surprise, on a également un capital d'exploitation mobilisé pour produire 1000 litres de lait qui est supérieur de 145 € au 1000 litres, ce qui représente tout de même 40 000 € par unité de main-d'œuvre. Enfin, en trésorerie, pour faire face à un niveau d'annuité plus conséquent, la variable d'ajustement, elle est à rechercher du côté des prélèvements privés. On en a moins 6 € au 1000 litres entre notre groupe des investisseurs et l'ensemble de notre groupe. Mais comme on a dit que notre groupe d'investisseurs, c'était un groupe qui était plus productif, en fait, c'est vraiment la part des prélèvements privés consacrée aux prélèvements privés dans nos 1000 litres qui est inférieure. Mais quand on ramène au montant total sur la globalité de l'exploitation, on reste bien évidemment sur un niveau de prélèvement privé qui est comparable par rapport à l'ensemble du groupe. Pour autant, les investisseurs, au final, ce qu'on peut remarquer dans cette analyse, c'est que finalement, d'avoir la capacité à adapter ces prélèvements privés par rapport à ces annuités, ça reste aussi un levier pour faciliter l'investissement. Alors, pour conclure sur cette analyse, et puis faire le lien avec le sondage qui vous a été proposé en début d'intervention, oui, des trajectoires porteuses d'investissement sont possibles, elles peuvent réussir, mais tout comme des entreprises qui ont engagé peu d'investissements peuvent également échouer. Et je voudrais insister sur le fait que plusieurs chemins mènent à la réussite et qu'il s'agit de trouver le chemin qui mène à sa réussite. Bien sûr, avec des choix sous réserve de choix raisonnés.
Et donc l'important pour réussir, c'est vraiment de définir sa stratégie, ses objectifs pour garantir la cohérence de ses choix d'investissement. Il s'agit donc de respecter les équilibres économiques et financiers, d'évaluer l'incidence des investissements sur le coût de production pour être sûr que ce coût de production, il reste cohérent par rapport à son entreprise, mais aussi par rapport à la valorisation du lait permise par la laiterie, par rapport à ce qu'elle a comme débouché, et que ça permette de toujours assumer les prélèvements privés. Sans sous-estimer l'effort qui sera nécessaire en trésorerie pendant la phase d'investissement, parce qu'un besoin en fonds de roulement qui est mal évalué, ça va pénaliser la trésorerie. Et puis tout en intégrant le projet de développement dans son environnement, en fait, en intégrant le mix produit de la laiterie pour vérifier l'adéquation du projet avec la politique de l'acheteur de lait. Et puis en tenant compte des attentes sociétales, on peut parler par exemple de bien-être animal, de non-OGM ou de bilan carbone. Le préalable pour les clés de l'investissement réussi, bien évidemment, c'est l'efficacité économique de l'entreprise. Et puis le bon investissement, si on se projette un petit peu à moyen terme, c'est également un investissement qui soit transmissible. Et attention dans ce cadre, parce que l'accroissement non mesuré du capital des élevages, elle pourrait à terme aussi remettre en question la transmission des outils de production. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que ces éléments vous auront intéressé. Et oui, les défis de demain sont nombreux, mais retenons surtout que les leviers d'action le sont tout autant et que les exploitations laitières ont démontré et démontreront encore agilité et adaptation dans le futur. Merci beaucoup, Émilie, pour cet exposé limpide et qui pose très clairement les questions pour l'avenir. Je vais inviter Cécile Pandreau à nous rejoindre pour la séance de questions-réponses. Donc, Émilie Bonjour. est conseillère. Bonjour. Émilie est conseillère à l'agence de Châtenois-le-Royal et Cécile est conseillère à l'agence de Mâcon. Comme ça, on va représenter les deux bassins laitiers de votre département avec ces deux expertises. Alors, au niveau des questions, je crois qu'on en a déjà une. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Je sais qu'il y a 4 classes qui nous ont rejoints pour cet après-midi. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à faire passer vos questions par votre professeur. Nous y répondrons avec plaisir. Donc, la première question est la suivante. Le CNIEL a publié un prix de revient 2019 à 403 € pour 1000 litres en conventionnel, supérieur en bio. Il est même supérieur en bio et en zone de montagne AOP. Donc, comment justifiez-vous le niveau de 364 € présenté? Donc, avec les moins 7 € par rapport à l'année dernière, comment justifiez-vous qu'il soit rémunérateur? Dans l'approche qu'on a retenue dans la présentation, on a calculé en fait un prix d'équilibre au niveau de l'exploitation, un prix d'équilibre au 1000 litres, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé à ce qu'il faut que chaque entreprise arrive à rentrer en trésorerie pour assumer l'ensemble de ses dépenses. Donc on parle aussi bien des charges opérationnelles que des charges de structure qui sont à décaisser, que des annuités de l'exploitation et des prélèvements privés aussi des exploitants. Donc on se base sur les sorties réelles en trésorerie. Et c'est ce prix d'équilibre qu'on compare au prix moyen laitier sur la campagne. Et on avait un prix d'équilibre inférieur au prix du lait sur la campagne. C'est ce qui nous permet de dire que le niveau de 364 € au millilitre, il reste rémunérateur. Dans une approche prix de revient, en fait, on n'a pas tout à fait la même méthodologie. Puisque dans le prix de revient, on va chercher à intégrer une rémunération statutaire, à rémunérer des capitaux d'exploitation. Donc ça peut être un premier élément d'explication. Et puis après, nous, c'est aussi la composition de notre échantillon pour lequel on affiche à la fois ce prix moyen du lait et puis ces prix d'équilibre qui font que ça reste rémunérateur. Voilà. Donc attention, du coup, à pas forcément en faire une généralité, effectivement, comme voilà, ça a une valeur au centre de notre échantillon pour le Et département. puis, c'est toute la différence entre prix de revient et prix d'équilibre. Exactement.
C'est vrai que nous, l'approche en trésorerie nous semble importante parce que dans notre accompagnement au quotidien, ce qui intéresse le chef d'entreprise, c'est chez lui de savoir si ça va boucler en trésorerie ou pas et quelle marge de manœuvre ça va lui laisser pour avoir capacité, à aller générer, par exemple, des nouveaux investissements ou adapter ses prélèvements privés ou voilà. C'est pas forcément, uniquement de pouvoir se comparer avec un collègue par rapport à une base de prix de revient. Donc on travaille énormément en prix d'équilibre. D'accord. Voilà. Cécile, est-ce que tu voulais rajouter des éléments? Oui, donc en fait, on a aussi un revenu. Donc il y a beaucoup les chiffres 2020 qui ont été présentés avec un revenu qui baisse. Je trouve qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur les revenus 2019 parce que le 2020 c'est un prévisionnel. Pardon, c'est un prévisionnel. Le 2019 c'est du réalisé. On est quand même à 25 000 euros de revenus moyens par UTAF, donc c'est plutôt quelque chose de pas mal. Sachant que dans la répartition, il y a quand même 40% des éleveurs qui sont à plus de 30 000 euros. Voilà, parce que les moyennes, elles cachent aussi des disparités. Il y a des gens qui sont pas très élevés, il y a assez peu de gens qui sont négatifs ou très faibles, et il y a quand même pas mal de gens qui sont au-dessus des 30 000 euros, avec ce prix du lait de 371 euros par 1000 litres. Oui, donc la baisse, elle est à relativiser parce qu'on partait d'un revenu en 2019 qui était élevé pour ce système. Ok. Alors, la seconde question, je vais poser une question qui re-questionne sur le prix de revient. Donc, on considère les aides. Est-ce que les aides sont considérées dans les 364 euros présentés? Alors dans les 364 euros présentés, si je lis la question, en fait, où on parle de prix de revient sur nos 364 euros, les 364 euros, c'est le prix du lait sur la campagne. Quand on est dans une approche prix d'équilibre, après, qui là intègre ce qu'il faut qu'on rentre en trésorerie pour que ça tourne, on a déduit effectivement les autres sources de revenus. Elles sont bien évidemment intégrées dans le calcul. Ouais, Ok. on en tient compte. Tout à fait. Ensuite, une autre question. Quel est l'indicateur ou quels sont les indicateurs clés pour mesurer si un niveau d'investissement met en danger ou pas l'exploitation? Donc on va tourner une fois de plus autour du prix d'équilibre. Et puis autour de l'EBE, en fait, qui sont des éléments clés dans la gestion au quotidien pour le chef d'entreprise. L'EBE, c'est l'indicateur de rentabilité, c'est le produit moins les charges opérationnelles, moins les charges de structure, hors amortissement et frais financiers, et il doit permettre de couvrir les prélèvements privés, les annuités, et de dégager idéalement une marge de sécurité en trésorerie. Donc, en connaissant l'évolution des annuités en fonction de ce qui est déjà contractualisé au niveau des exploitations, en se projetant sur une nouvelle phase d'investissement, ce qu'elle peut avoir comme incidence sur cette évolution des annuités, et en le comparant avec un potentiel de BE sur l'exploitation, on est à même de voir si ça peut passer ou si ça va être compliqué. Et de la même façon, par rapport à un prix d'équilibre, on peut mesurer par rapport à un investissement supplémentaire, quel va être le poids au 1000 litres à consacrer à une annuité supplémentaire et donc est-ce que ça passe ou est-ce que ça passera pas? Mhm. Et si ça passe pas, comment on le Donc là, gère? c'est un peu Voilà. l'approche au cas par cas. Et je pense par exemple aux étudiants qui nous suivent. Est-ce qu'il y a des seuils critiques qu'on peut avoir en tête? Par exemple, Alors, l'endettement on va pur dire qu'en EBE. termes de rapport EBE sur produit, je pense que le rapport de 30 Mm. est toujours un bon indicateur à avoir à l'esprit, même s'il est à affiner en fonction, de la structure de chaque exploitation. Voilà, il mesure vraiment la richesse dégagée la capacité de l'entreprise à dégager de la richesse. Donc c'est sûr que plus le rapport va être élevé, plus la situation va être confortable. Voilà, donc ça reste une bonne approche, Mm. cette approche de rentabilité avec Ok. le BE. EBE sur produit brut. D'accord. Ouais. Cécile, est-ce que tu as des éléments pour compléter ou non là? Ah, t'as coupé ton micro. Un moment, j'ai pas entendu la question. Est-ce que tu as des éléments pour compléter ou
Non, c'était très compliqué. Je me disais, on a toujours, enfin, en écoutant là, je me disais, on a toujours des réflexions sur quel niveau d'annuité par rapport à l'EBE faudrait-il avoir, mais en fait, ça dépend surtout des prélèvements qu'on a envie de faire, je pense. Donc à ajuster en fonction de la stratégie de l'exploitation. En ce sens, ça reste un levier, tout à fait. Ok. Alors, 4e question, savez-vous comment les exploitations laitières du département se situent en termes de productivité et de rentabilité au niveau national? Donc là, on quitte le département. Donc là, on quitte le département de Saône-et-Loire pour se projeter au niveau national. J'ai envie de dire qu'on a un petit peu tout en termes de productivité dans notre échantillon. Donc on a voilà, des exploitations qui peuvent tout à fait se comparer avec des grandes régions laitières de France, hein, qui sont situées plus à l'ouest, et qu'on n'a pas à rougir en termes de productivité et de rentabilité sur ce qu'on affiche en Saône-et-Loire. Donc plutôt comparable avec le bassin laitier de l'Ouest, qui est tourné sur finalement volume, un équilibre volume-prix, plus proche que ce qu'on voit plus à l'Est avec les filières de montagne. Sachant qu'après, c'est ce qu'on disait dans la présentation, on a aussi Cécile, des il faut que tu coupes prix ton du micro. lait très différenciés, de plus en plus différenciés sur les dernières années. D'accord, donc finalement, on voit aussi des stratégies de volume-prix sur certaines laiteries et d'autres qui se distinguent en allant plutôt vers une recherche de qualité. D'où l'importance pour chacun de bien connaître le mix produit de sa laiterie pour être en phase par rapport à ce que celle-ci va pouvoir lui proposer en termes de valorisation quand on va réfléchir à la stratégie d'investissement ou à sa stratégie de prélèvement privé. D'accord. Et cette stratégie-là, elle est partagée par les laiteries de façon très transparente avec leurs producteurs. Avec leurs producteurs. Ok. Alors, je vais Pour poser... compléter peut-être, Vas-y, Cécile, je t'en prie. c'est sûr que les éleveurs du département ont une bonne rentabilité, une bonne productivité, mais ils n'auront jamais la pousse de l'herbe qu'il peut y avoir, je pense, dans l'eau. Voilà, ils sont quand même désavantagés et ils n'auront pas non plus les prix qu'on peut avoir. Enfin, même quand on regarde sur Bourgogne-Franche-Comté, quand on regarde au niveau régional, c'est vrai qu'il y a des grandes différences. Et enfin, je rejoins Amélie, il faut vraiment que chacun adapte. Chaque exploitation dans chaque zone va être différent et doit avoir sa stratégie, enfin, parce qu'elle nous en parlera tout à l'heure. Belle transition. Je vais peut-être poser moi-même une question, le temps de voir s'il y en a une autre qui arrive. Notre modérateur me fait signe qu'il y en a une autre qui arrive. Donc, quel est le niveau de revenu moyen par UTAF dans le calcul du prix d'équilibre? Alors, on est sur un calcul de prix d'équilibre, donc on n'a pas un niveau moyen de revenu par UTAF utilisé pour calculer le prix d'équilibre, puisqu'on est sur une base de prélèvement privé réel, en fait. Voilà, on n'est pas en calcul de prix de revient, on est bien en calcul de prix d'équilibre. Est-ce que tu peux nous redonner? Donc les 1 SMIC et demi auxquels on fait parfois allusion, par exemple, ne sont pas utilisés puisqu'on est sur un calcul de prix d'équilibre. Et donc on est sur parce que j'imagine que c'est ça que tout le monde aimerait savoir, finalement, c'est quel est le niveau de prélèvement privé des exploitants laitiers. Et c'est ce qu'on a présenté sur la diapo prévisionnelle, on va dire, de BE. Où finalement sur 103 000 € de BE, on en a un peu plus de la moitié qui est consacrée aux annuités et une autre partie au prélèvement privé. Quoi. Oui, et je crois que le CNIEL, dans le prix de revient qui faisait partie des premières questions évoquées, le CNIEL est même passé à 2 SMIC par UTAF. Donc ça explique aussi la différence. C'est la différence de rémunération entre ce que souhaite la profession dans son calcul de prix de revient et ce que prélèvent réellement les agriculteurs au quotidien. Ouais. Ok, on a une nouvelle question qui est arrivée. Le crédit bail est un mode de financement de plus en plus courant. Il modifie le critère EBE sur produit brut car il passe en charge. Sont-ils intégrés dans votre suivi de l'évolution des investissements? Alors, je vois qui fait oui.
Alors effectivement, le crédit bail, il va venir, on va dire, par rapport à un financement d'investissement classique, il va apporter une diminution au niveau de l'EBE. C'est pour ça qu'on précisait que l'EBE, c'est un indicateur de rentabilité, mais il faut aller regarder comment il s'est construit et qu'est-ce qu'on a dans les charges qui peuvent expliquer un EBE un petit peu en retrait, par exemple, par rapport à une moyenne. Donc c'est vrai que ça va avoir tendance à diminuer l'EBE. Pour autant, quand on analyse la charge de structure, la charge de mécanisation, si c'est un matériel de mécanisation, par exemple, qui est financé par Crédit Bail, tout à l'heure, on a parlé de charge de structure en y intégrant la totalité du poste. Par exemple, de la mécanisation, on a bien tout ce qui est carburant, location de matériel, travaux par tiers et amortissement, en fait. Donc, on en tient bien D'accord. compte. Il va pas s'inscrire au même endroit, dans les charges, mais finalement, dans Ouais, le résultat final, il voilà. a bien Il mmh s'inscrit pas dans le oui, il est bien pris en compte également, de la même façon que le crédit bail, bien évidemment, aura pas, l'impact au bilan qu'a, l'achat mh. d'un matériel. OK. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous remercie à toutes les 2. Ah non, et on me fait signe qu'il y en a une autre Merci. qui arrive, pardon. Le chat est modéré, donc il y a un petit décalage, entre l'arrivée des questions. Oui. Ah oui, c'était, on nous demande quel est le résultat du sondage. Ah! Le résultat du sondage. Le résultat du sondage, donc 71 des participants ont répondu que, l'investissement impactait le revenu à la baisse. 14 ont dit qu'il n'y avait pas d'impact et 14 résultat à la hausse. Donc finalement, entre nos 71 pour la baisse, puisqu'on est sur une baisse modérée de 900 € et nos 14 qui ont dit, que ça avait pas d'impact, parce que 900 €, on peut dire que ça a pas d'impact. C'est vrai qu'une très large majorité du public, a, anticipé, sur les éléments qui ont été développés par la suite. Voilà. Bravo à tous. Merci beaucoup Merci. Émilie, merci beaucoup Cécile pour la réponse à ces questions. Merci à ceux qui se sont prêtés au jeu et qui ont posé des questions. S'il y en a d'autres qui vous arrivent ensuite, n'hésitez pas à reprendre contact avec nos 2 conseillères qui poursuivront avec plaisir ce dialogue. Et je vais maintenant passer la parole à Pascal Laurin qui va vous présenter la seconde partie. Et je vous retrouve dans 20 minutes. Pascal n'arrive pas. J'espère qu'elle n'a pas de soucis techniques. Je vais lancer le diaporama en espérant qu'elle arrive. Voilà, elle a réussi à nous rejoindre. Alors bonjour à tous. Je vais continuer en vous parlant de stratégie d'adaptation des entreprises, de gestion de crise. Voilà, stratégie en parlant, enfin s'appuyant sur la crise sanitaire actuelle, donc celle de la Covid-19. Pour commencer, je vous propose du coup un petit peu de définition parce que vous vous rendez bien compte que le mot crise, c'est un mot vraiment d'actualité. On fait parler que de ça. En même temps, c'est aussi un mot un peu fourre-tout qui a autant de définitions que de personnes qui ont pu travailler sur le sujet. Donc nous, pour cet après-midi, nous avons retenu la définition de l'historien Antoine Pro pour qui une crise, donc c'est un phénomène violent et soudain, pardon, un changement subi, un moment décisif, mais toujours pénible et douloureux. Donc à travers cette définition, on peut identifier 3 éléments caractéristiques d'une crise. Alors le premier, c'est que c'est un événement qui est inattendu ou à faible probabilité. Ensuite, c'est un événement qui est involontaire, perturbateur et avec des conséquences majeures. Et enfin, quand on est dans une entreprise, ça impacte la performance, voire même menace sa survie. Donc vous voyez bien qu'avec ces 3 éléments caractéristiques, quand on prend la crise sanitaire actuelle, on est tout à fait dedans. Si on reste sur d'autres exemples agricoles, on peut retrouver les différents épisodes de grippe aviaire, par exemple, ou encore des crises laitières. Et puis si on sort de l'agriculture, sur le plan social, dernièrement, on avait les gilets jaunes qui cochent aussi les 3 catégories. Dans un contexte de crise,
Une petite entreprise, comme le sont vos exploitations agricoles, dispose a priori de moins de ressources pour faire face. C'est pourquoi, en fait, il vous faut être résilient, savoir vous adapter tout au long de la vie de votre entreprise en développant une gestion de crise et un comportement proactif. Donc, c'est ce que nous vous proposons de découvrir, d'illustrer dans un premier témoignage vidéo, celui de l'équipe de l'abattoir de la Motte en Haute-Saône. Au début du confinement, sur la vente au magasin, nous, on a triplé le chiffre d'affaires, c'est clair. L'abattoir a été créé en 2012, donc début d'exploitation début 2013. On abat aujourd'hui 400 porcs par semaine, donc ça en fait un tout petit abattoir de proximité. On fait à peu près 40% de chiffre d'affaires dans les collectivités, sur le chiffre d'affaires global. Idem pour la partie d'abattage et prestation de services, et tout le reste c'est pour la vente directe. On a eu une grosse claque parce que la décision de confinement est tombée un jeudi, je m'en souviendrai toujours. Et c'est le jeudi où on a des grosses journées, jeudi, vendredi, pour préparer les livraisons des cantines de la semaine d'après. Donc on avait 3-4 tonnes de fabriqués, d'emballés, de mise en carton qu'on ne pouvait plus livrer le lundi, quoi. Donc ça a été la catastrophe. On s'est dit, bon, on va avoir une grosse chute au niveau économique, etc. On a fait une grosse promotion à tous nos clients, donc on a réussi à liquider cette marchandise en surplus. On a vite été dévalisé, que ce soit en viande, en légumes, en farine, en œufs, en produits secs. C'était la bousculade le mardi jusqu'à midi. Les produits étaient tous réclamés, mais par contre en plus grosse quantité, parce que bien entendu, tous les enfants étaient à la maison, donc plus de cantine, plus d'internat. Et les repas pour ceux qui mangent à l'extérieur le midi étaient faits à la maison. Ça faisait 1 an qu'on travaillait sur le projet de développer de la livraison à domicile. Et arrivé au moment du confinement, ce service-là intéressait beaucoup les clients. On était dans les starting blocks, quoi. Autant l'activité des collectivités s'est arrêtée net. Et ça a embrayé directement sur l'explosion des commandes via le site internet. On était préparés sans l'imaginer, quoi. On a surtout communiqué par le biais de notre site, de la page Facebook. On s'est rendu compte que les clients nous trouvaient rapidement et facilement. On avait une petite pub qui circulait sur les réseaux et ça fait vite son effet. Après, il y a eu le déconfinement et là, les livraisons à domicile se sont, on va dire, effondrées. On n'en fait plus que quelques-unes par semaine, alors que pendant le confinement, on était à 35-40 livraisons par jour. Mais il y a plein de gens qui nous ont découverts comme ça et qui viennent maintenant chercher les produits locaux à la boutique directement. On s'est rapidement organisé pour prendre nos pauses les uns après les autres, pas mélanger tout le personnel comme il a pu se passer dans des grosses entreprises. Faire attention dans les vestiaires, quand on se change, voilà, faire chacun notre tour. Le personnel qui travaillait sur l'activité des collectivités a basculé sur le côté préparation de commandes, mais pour des particuliers, quoi. Tout le monde est polyvalent et on cherche justement à se rendre polyvalent parce qu'on n'est jamais à l'abri justement de quelqu'un qui est en arrêt maladie, en vacances, etc. Prochain grand défi sur l'entreprise, c'est déjà de stabiliser ce qui a été entrepris depuis 2012 parce qu'on a commencé à 7, aujourd'hui on est 20, on a fait x5 en termes de chiffre d'affaires, donc on ne peut pas se préparer à l'imprévisible, essayer d'être réactif et puis surtout de bien communiquer au sein des équipes et éventuellement sa clientèle en direct si on a de la clientèle de particuliers qui vient à son entreprise. Donc avec ce témoignage, vous voyez qu'une crise se gère avec un avant, un pendant et un après, et c'est selon cette même chronologie que nous allons aborder notre réflexion. Alors je vous propose logiquement de commencer par l'avant-crise. Donc avant la crise, ce qui est important en tant que chef d'entreprise, c'est de savoir où vous voulez aller et de garder l'œil ouvert pour vous adapter rapidement. On dit parfois avoir le quart d'heure d'avance. Donc, tout ça, ça passe par avoir une stratégie claire avec des objectifs, un plan d'action,
Ça suppose aussi de réaliser une veille efficace pour pouvoir adapter et faire évoluer sa stratégie. Et enfin aussi, ça suppose de disposer de scénarios alternatifs en cas de turbulence. Alors, vous voyez qu'on a pris aussi comme exemple pour illustrer nos diapositives celui de la conduite, parce qu'avoir une stratégie claire, bah, ce serait comme le conducteur d'un véhicule qui programme son GPS pour atteindre la destination voulue. Il suit donc les indications fournies pour atteindre ce but, mais ça ne le dispense pas, bien évidemment, de regarder en permanence à travers le pare-brise pour ajuster sa trajectoire, ajuster aussi son mode de conduite en fonction des éléments extérieurs. Donc, une fois la stratégie clairement définie, eh bien, il faut pouvoir avoir dans l'entreprise des ressources qui soient opérationnelles au quotidien et mobilisables en cas d'imprévu. Donc, toujours sur l'exemple de la voiture, bah, c'est de la conduite, c'est un tableau de bord et des équipements adaptés dans le véhicule pour s'appuyer dessus. Donc, gérer les ressources de l'entreprise, Monsieur Gérardin, dans son témoignage, l'a très bien illustré. Alors, ça passe au niveau ressources humaines par avoir une équipe qui soit impliquée, complémentaire et qui s'entend. Ça peut aussi supposer d'envisager la mutualisation pardon, de compétences avec des prêts de main-d'œuvre entre services, éventuellement entre entreprises. Il y a fait référence quand il nous a expliqué que pendant le premier confinement, les salariés qui étaient affectés à la préparation des commandes pour la restauration collective, lorsque ce débouché-là s'est arrêté, eh bien, ces personnels ont été réaffectés à la préparation de commandes pour les particuliers pour faire face à la hausse d'activité là-dessus. Et puis aussi en termes de ressources humaines, gérer les ressources, eh bien, c'est aussi favoriser donc la polyvalence, la montée en compétences avec la formation, avec l'embauche. Gérer ses ressources aussi, ça suppose de bien connaître son environnement, ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs. Ça suppose aussi de travailler sur sa communication et puis en termes économiques et financiers, de gérer sa trésorerie, sa rentabilité. Alors pour illustrer cette notion de stratégie et tout ce que je viens de dire, je voudrais partager avec vous l'exemple d'un éleveur bovin-viande que nous accompagnons et qui, en 2015, a pris le temps de réfléchir à sa stratégie. Alors pourquoi il l'a fait en 2015? Eh ben, c'est parce que c'est à ce moment-là que la dernière réforme de la PAC est entrée en vigueur et qu'elle s'est traduite sur son entreprise par la perte de la prime à l'herbe. Donc sa réflexion, en fait, est partie de l'idée de se dire qu'il voulait maintenir le même potentiel économique sur son entreprise malgré cette aide qu'il n'allait plus percevoir. Donc avec sa conjointe, ils ont mené une réflexion pour savoir ce qui était important pour eux sur l'exploitation. Et le constat auquel ils sont arrivés, c'était que ce qui était important pour eux, c'était de pérenniser sur cette entreprise les savoir-faire qui ont été transmis de père en fils sur cette exploitation familiale, mais qui s'adaptent au fil du temps en faisant évoluer les méthodes. Et eux, donc, cette stratégie, ils l'ont déclinée en une conversion à l'agriculture biologique en visant l'excellence des produits qu'ils ont choisi de valoriser en vente directe. Donc tout cela en termes de gestion des ressources, comment ça s'est décliné? Eh bien, en termes de ressources humaines, Madame s'est associée à son conjoint et elle s'est impliquée sur la partie commercialisation. En termes de communication, il y a aussi toute une stratégie qui a été mise en œuvre avec un logo qui est apposé sur tous les produits, un slogan qui a été mis en œuvre et qui rappelle l'ancrage fort des produits au territoire, et puis un site internet marchand et une page Facebook, bien évidemment. En termes de processus de production, là, cette fois, c'est la recherche de l'autonomie avec des céréales produites sur l'entreprise et puis aussi des métayers pour assurer des stocks fourragers suffisants et limiter la dépendance aux protéines végétales. Et enfin, en termes de ressources économiques et financières, avant de se lancer, les deux éleveurs, ils ont mené tout un travail pour définir leur prix de vente et pouvoir dégager une vraie plus-value avec l'agriculture biologique. Et régulièrement, ils analysent leur prix de revient pour vérifier que les prix de vente sont bien en cohérence. Donc, malgré tout le travail effectué, eh bien, cette stratégie, elle a déjà dû être adaptée
En effet, le couple d'éleveurs, il visait parmi un de ces créneaux, c'était le steak haché bio surgelé. Et ça s'est révélé difficile à atteindre pour le moment du fait de contraintes sanitaires. Donc le lancement de ce produit est au jour d'aujourd'hui différé et les producteurs se concentrent sur des produits plus classiques. Donc avoir une entreprise qui a une stratégie claire, qui a le quart d'heure d'avance pour pouvoir s'adapter, c'est bien, mais ce n'est pas forcément une garantie suffisante pour passer une crise sans souci. En effet, nous avons tous tendance à penser, qu'on soit une entreprise, mais même en tant qu'être humain, que les choses à l'avenir, elles vont toujours se passer de la même façon qu'elles ont pu se passer jusqu'à présent. Et on a beau essayer de se préparer à des catastrophes, c'est vrai qu'on ne répond pas forcément de manière adéquate. Et c'est ce qu'on appelle le biais de normalité. Donc on réagit de la manière la plus normale possible à des événements exceptionnels. Et c'est pour ça souvent qu'on n'a pas forcément une réponse suffisante. Et la crise sanitaire de la Covid-19, c'en est un exemple flagrant. En effet, au printemps, quelle entreprise aurait pu anticiper la décision du gouvernement de confiner? D'autant plus que le gouvernement lui-même a mis aussi du temps à se rendre compte de l'ampleur exacte de la situation. Donc en fait, quand la crise survient, il faut déjà prendre conscience qu'elle est là, sans faire l'autruche. Parce que voilà, se dire: «J'attends que ça passe», ça c'est pas forcément la meilleure des solutions, surtout vous le voyez bien pour une crise qui dure. Donc voilà, il faut se rendre compte que la crise est là et ensuite, c'est le moment de voir quelles mesures peuvent être, mises en place pour en atténuer, les effets. Donc c'est le développement d'une, gestion de crise et c'est ce que le témoignage vidéo qui va arriver va nous permettre d'illustrer. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. C'est comme si vous sortez d'une pièce, vous éteignez la lumière. Le commerce s'est arrêté comme ça. Donc il a fallu réagir assez vite. Au Cavalier-Béar, on a une petite fruitière vinicole, un tiers de particuliers. On a un tiers de commerçants et puis on avait un autre tiers qui était grossiste de la brasserie pour tout ce qui est fête, grosses fêtes, kermesse ou autre. Ce dernier créneau, chez nous, c'est celui qui a pris le plus la crise, quoi. On a développé, nous, un petit peu tout ce qui est vente par correspondance, Internet et réseaux sociaux. On a communiqué entre nous sur ce qu'on faisait, comme quoi on était ouvert, comme quoi on pouvait acheter toujours du vin du Jura par Internet. Et puis en parallèle aussi, on a mis en place un drive. On fait nos portes ouvertes toujours pour le 8 mai. Donc on a remplacé ça par un mailing qu'on a fait faire avec une agence de communication pour contacter tous nos clients pour leur dire que malgré qu'ils restaient chez eux, on pouvait leur livrer le vin. Quand ça a rouvert, on a mis en place pour pas que les gens viennent toucher les bouteilles. On avait mis des affiches rentrées un par un client à la fois, du plexiglas, les gens avec des masques. Enfin, on a tout fait pour protéger nos clients, mais en premier, il faut l'avouer, nous aussi, quoi. Le plus dur pour nous, on n'a pas pu faire déguster, quoi. Il y avait toujours quelques travaux quand même à faire encore parce que Covid ou pas Covid, il faut bien s'occuper des vins, tout ce qui est vieillissement, une partie est mise en bouteille. Mais tout ce qui était commercialisation, étiquetage, livraison, ça c'était arrêté. Le plus gros impact qu'on a eu, ça a duré une semaine, c'est qu'à un moment, même les transporteurs se sont arrêtés. Donc on n'avait plus de ramasse, on ne pouvait plus expédier. Ça a duré une semaine, mais ça c'était la période la plus difficile. Pour avoir nos mises en bouteille, par rapport aux entreprises, aux prestataires de services, il a fallu mettre en place toute une charte supplémentaire de respect sanitaire. 2020 est un millésime vraiment exceptionnel dans tous les sens, et donc on était précoce et on embauchait du monde pour la vigne. Donc là, ça nous a permis de trouver du personnel sans problème pour pouvoir travailler correctement nos vignes, puis les amener comme il faut au bout. On est en partenariat avec plusieurs fruitières à Comté. Les gens dans nos villages, quoi que ce soit, sont revenus
faire travailler les commerces locaux. En même temps qu'ils vendaient leur fromage, ils vendaient du vin. On a la chance d'avoir du personnel, que ce soit aussi bien dans les bureaux, à la cave, ou mes collègues coopérateurs, la vigneron, qui sont assez dynamiques. Donc c'est notre dynamisme qui a fait qu'on a réagi correctement. Il ne faut plus attendre chez soi que le client vienne ou qu'est-ce qu'on va faire, puis se regarder dans le blanc des yeux. Il faut avancer, il faut agir. Les employés, ça ne leur donne pas aussi. Donc on a tous des intérêts communs que l'entreprise marche bien. On a peur parce que chaque fois on entend des mauvaises nouvelles à la télévision. Et puis nous, ça va devenir des gros mois, des fêtes de fin d'année. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de devis aujourd'hui pour avoir des prix sur des vins, quoi que ce soit pour ces organisations. Tous nos salons s'annulent au fur et à mesure. C'est énergivore. Une crise, c'est vraiment, ça vous prend énormément de temps. Puis les retombées ne sont pas toujours évidentes aussi. Vous mettez beaucoup d'investissements en temps sur un produit, sur quoi que ce soit. C'est toujours frustrant quand on s'investit et que ça ne marche pas, mais il faut persister. Puis en persistant, ça a marché. Donc, comme vient de l'évoquer Monsieur Denis Granvaux, président du Caveau des Biards, il est indispensable quand la crise survient de réagir vite pour en atténuer les effets négatifs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, pour la crise sanitaire, on est de nouveau en plein dedans, de nouveau dans la phase aiguë, avec comme au printemps, le confinement, des restrictions de déplacement et puis de nombreux établissements fermés. Alors la particularité de cette crise aussi pour un chef d'entreprise, c'est qu'il peut agir uniquement pour limiter donc l'impact négatif. Il n'a aucune perspective sur son terme, puisque la sortie de crise, elle dépend en grande partie des avancées vaccinales. Et puis, ce qui en fait aussi encore une particularité, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancement de la crise, on va dire, le gouvernement a ajouté des mesures qui ont supposé aussi de toujours plus s'adapter. Par exemple, le télétravail ou de l'activité partielle, le port du masque et tout le processus protocole sanitaire notamment. En fait, on peut imaginer donc deux sortes de crises. Il y aurait ce qu'on appelle la crise Cobra, qui est une crise plutôt soudaine, comme par exemple une catastrophe naturelle. Et là, elle suppose plutôt une approche défensive. Donc la crise sanitaire, au moins au printemps, on était bien sur ce type de crise-là. La deuxième sorte de crise, c'est plutôt la crise qu'on peut qualifier de Python, qui là aurait tendance plutôt à émerger de l'environnement interne de l'entreprise et puis à impacter petit à petit son activité. Donc là, comme exemple, ça pourrait être, souvenez-vous, la crise du lait infantile. Et pour résoudre ce type de crise, cette fois, c'est plutôt sur l'organisation interne de l'entreprise qu'il faut travailler. En tout cas, quelle que soit l'origine de la crise et la manière de la résoudre, déjà, l'impact pendant la crise, il est triple pour une entreprise. En premier lieu, la main-d'œuvre est impactée. On le voit bien avec la crise sanitaire actuelle. Et donc, par contre, je disais au démarrage qu'une petite entreprise, elle avait a priori moins de ressources pour faire face à une crise. Par contre, quand ça touche à la main-d'œuvre, elle a là l'avantage de sa petite taille qui peut permettre un accompagnement de proximité plus aisé, la confiance des équipes et puis qui peut aussi favoriser la prise d'initiative. C'est ce que disait M. Granvaux dans son témoignage. En période de crise, tout le monde dans l'équipe a un intérêt commun, c'est celui que l'entreprise fonctionne pour le mieux. Autre impact, c'est sur le processus de production avec des canaux de distribution, de vente, de livraison qui peuvent être perturbés. Il peut y avoir des matières premières de moindre qualité, des fournitures comme les emballages qui sont manquants, des pannes des fois aussi plus difficiles à résoudre. Et puis enfin, troisième impact et non des moindres, c'est l'aspect économique et financier, avec sur la crise sanitaire actuelle, des chiffres d'affaires qui sont souvent en baisse, voire même dans certaines entreprises absents, alors que les charges restent les mêmes. Donc on a des trésoreries qui sont automatiquement fortement impactées. En période de crise, la communication est centrale, que ce soit en interne ou en externe. On le voit bien avec la crise actuelle qui donne la part belle à tout ce qui est réseaux sociaux et outils digitaux. Mais donc, c'est important de communiquer, mais il faut être aussi quand même prudent dans la prise de décision et son annonce.
En effet, enfin, il faut que la décision qui soit prise, elle respecte l'éthique de l'entreprise pour ne pas écorner son image auprès des fournisseurs, auprès des équipes et donc la confiance qui est faite à l'entreprise. En effet, par exemple, il n'y aurait rien de pire que d'aggraver l'impact négatif de la crise par des tensions internes au sein des équipes. Et puis, pendant la crise, il faut quand même arriver à pouvoir prendre de la hauteur pour pouvoir adapter sa stratégie, revoir ses priorités. Et des chefs d'entreprise nous en ont fait part, notamment dans des domaines viticoles où le personnel en télétravail a joué un rôle clé. Ils ont pu, par exemple, travailler à développer, à moderniser les sites Internet pour qu'ils deviennent marchands, donc permettre la vente en ligne, qu'ils soient aussi compatibles smartphone et tablette. Ils ont aussi travaillé à réduire les délais de paiement pour impacter au minimum la trésorerie. Et ils ont mis en place des outils de communication, par exemple des messageries instantanées, pour garder le lien avec les équipes qui travaillaient toujours dans les vignes. Donc, au final, une stratégie, une gestion de crise qui allie à la fois la poursuite de l'activité, l'humain et l'économique, c'est indispensable pour envisager une sortie de crise. Ça peut même être un tremplin pour l'avenir post-crise. Et c'est ce que nous allons voir dans le témoignage vidéo qui va suivre, qui va nous montrer que la crise, ça peut être aussi le moment de tester des scénarios très prometteurs pour l'avenir. La minoterie Forêt, en fait, a un seul site de production. On écrase notre blé, on fabrique notre farine ici, à côté de Cluny. On est 160 collaborateurs au niveau de l'effectif. Nos clients sont à plus de 90% des artisans boulangers. C'est à peu près 1300 clients artisans sur une cinquantaine de départements. Nos clients ont été très touchés par le Covid. Au démarrage, de manière très positive, c'est-à-dire que les gens se sont précipités dans les fournils, dans les boulangeries, acheter du pain en quantité, des croissants un petit peu par peur, j'imagine, de manquer. Et très vite, ils ont déchanté puisqu'on a des pertes de chiffre d'affaires chez nos clients en moyenne entre 35 et moins 40%. Par ricochet, forcément, on dépend de nos clients. Donc, on a perdu au plus bas moins 40% d'activité, puis moins 30, puis moins 20. Aujourd'hui, on a quasiment retrouvé notre niveau d'activité normal. On a des sujets comme les sujets digitaux, par exemple, ou le sujet du circuit court, qui s'est inscrit presque prioritaire. Donc on est en train de travailler sur une stratégie digitale beaucoup plus rapide. Et les circuits courts, on a développé des ventes, par exemple, dans quelques grandes surfaces tout proches de chez nous qui commercialisent notre farine. Il n'y avait plus de sachets de farine de 1 kg dans les rayons. Et du coup, on a été contacté un petit peu par plein de grandes surfaces toute France et on n'a pas, nous, du tout d'équipement pour faire du sachet de 1 kg. Donc on a petit à petit proposé du sachet en 5 kg sur quelques grandes surfaces tout à fait localement. C'était Cluny, c'était Châlons. Là, on était sur le rayon épicerie des grandes surfaces, donc c'est des petits volumes. Complètement anecdotique. C'était intéressant comme expérience à vivre, mais pas suffisante et de loin pas pour compenser le manque à gagner. Le consommateur aujourd'hui a envie et a un besoin d'être rassuré, de transparence. Je pense que le Covid a accéléré. C'est vraiment le ressenti qu'on a. Donc une tendance de fond, ça va beaucoup plus vite. On a, nous, sur le commerce équitable, mais il existe d'autres démarches aussi dans ce sens-là. Quand nos clients artisans boulangers décident de s'inscrire dans la démarche, on fait une animation d'inauguration, une ouverture. Aujourd'hui, on a 3 fois plus de demandes post-Covid, donc ça veut quand même dire que ça va plus vite et que les gens sont de plus en plus en demande, en fait, de sens. Voilà. Après, la problématique, c'est combien ça coûte. Est-ce que le consommateur est prêt à mettre un petit peu plus? Est-ce que le boulanger ou le meunier est prêt à prendre en charge une partie aussi? Moi, je suis convaincue qu'on peut y arriver et que le consommateur et l'ensemble de la filière est complètement prêt à jouer le jeu.
On s'est rendu compte qu'on était en capacité d'agir avec agilité, avec réactivité. Et du coup, on travaille en termes d'organisation de manière différente. Il y a peut-être plus de confiance aussi, plus d'audace. C'est vrai qu'au pied du mur, tout le monde a dû faire des choses, quoi, hein. Il fallait réagir. Et ça a permis cette possibilité de tenter, d'essayer. Et les gens sont différents, sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus aventuriers. Voilà. Donc, comme vient de l'illustrer Karine Forêt, directrice générale de la minoterie Forêt, une crise bien gérée doit permettre à l'entreprise d'en sortir plus forte. Elle joue le rôle de catalyseur. Donc, je vous propose de poursuivre par l'après-crise. Mais déjà, quand on parle d'après-crise, la question, on peut se demander quand est-ce que l'on sort de la crise. Et c'est vrai que ce n'est pas évident du tout à déterminer. En tout cas, ça suppose que les mesures spécifiques mises en œuvre pendant la période prennent fin. Donc, en sortie de crise, ce qui est important de réaliser, c'est de prendre le temps de faire un bilan après la pression, l'urgence de la période qui vient de s'écouler et avant de retomber dans le quotidien de l'entreprise. Si on revient sur notre image de la conduite, c'est faire une révision après un certain nombre de kilomètres parcourus. En ce sens, ça permet de travailler sur la résilience, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à s'adapter en modifiant son organisation pour mieux affronter les chocs futurs. Donc le bilan de crise, qu'est-ce que c'est? C'est un retour d'expérience sur ce qui s'est bien passé, sur ce qui s'est moins bien passé, donc voilà, les forces, les faiblesses, ce que l'on peut garder et au contraire, ce qui ne sera pas reconduit. Là encore, Madame Forey a fait référence dans son témoignage quand elle a parlé des petits conditionnements de farine développés pendant le premier confinement et qui ne seront pas reconduits parce que pas rentables pour l'entreprise. Le bilan de crise, c'est aussi l'occasion pour le chef d'entreprise de réaliser sa propre introspection. Parce qu'on le disait juste avant, diriger une entreprise par temps calme et diriger une entreprise par tempête, ça n'a rien à voir. Donc c'est important quand même de se connaître, de savoir comment est-ce qu'on prend ses décisions sous la pression et surtout comment est-ce qu'on les communique à ses équipes, à ses associés par exemple. Le bilan de crise aussi, il permet souvent de donner la priorité à la prévention, parce qu'un des enseignements, c'est que la crise, on aurait pu la gérer différemment si on avait été mieux préparé. C'est pour ça que voilà, l'important, ça peut être aussi de se dire réaliser des exercices de gestion de crise sur les risques probables pour être prêt quand une nouvelle crise survient. En fait, au final, cet état des lieux, il a pour objectif de pouvoir adapter la stratégie en ajustant, si besoin, le mode de production, éventuellement le mode de commercialisation, en réfléchissant sur la dépendance aux fournisseurs, la dépendance aux clients, par exemple, en réfléchissant sur l'organisation interne de l'entreprise, par exemple, comment pallier l'absence de l'homme clé. Et puis, ça peut être aussi un travail sur les aspects économiques et financiers, avec des tableaux de bord, des bilans intermédiaires pour vérifier que la stratégie est bien mise en œuvre. Sur ce plan aussi économique, ça peut être en sortie de crise. Je prends le temps de calculer finement le prix de revient du produit que j'ai lancé rapidement et donc dont j'ai fixé le prix de vente. J'ai pris le temps de le fixer, mais j'ai quand même pas détaillé. Donc là, je prends le temps de calculer le prix de revient et de vérifier que mon prix de vente est en adéquation. Donc, pour illustrer tout ce que je viens de dire, je voudrais encore partager un autre exemple avec vous. C'est cette fois celui de producteurs laitiers qui, suite à la crise de 2016, ont choisi de reprendre la main sur une partie de leur activité. Alors, pour mémoire, Émilie, tout à l'heure, y a fait une petite référence, mais donc la crise laitière de 2016, c'est une baisse du prix du lait marquée sur un pas de temps quand même assez long, suite à la sortie des quotas en 2015, qui a entraîné une surproduction à l'échelle européenne. Et puis, donc, c'était une sortie totalement impréparée, alors qu'annoncée de longue date. Donc, suite à cette crise, nos producteurs laitiers en question, ils ont choisi de conserver une partie de la valeur ajoutée générée sur leur entreprise en misant sur le local.
Donc, ils ont créé un magasin de vente à la ferme. Ils ont démarché les grandes surfaces locales ainsi que les collectivités proches de chez eux, notamment les cantines scolaires, pour leur proposer leur gamme de yaourts, beurre et autres crèmes dessert. Aujourd'hui, le choix qu'ils ont fait en 2016, il s'avère gagnant avec la crise sanitaire actuelle, puisque au moins pendant le premier confinement, sur lequel on a du recul, les consommateurs ont plébiscité les circuits courts. Donc, la fréquentation du magasin a été accrue. Ils ont donc la notoriété aussi de l'entreprise et ils ont pu fidéliser un certain nombre de nouveaux clients. Donc aujourd'hui, ces chefs d'entreprise-là, ils poursuivent dans la voie qu'ils ont définie. Ils vont transformer davantage de lait pour la vente directe et ils vont aussi proposer de nouveaux produits à la vente, cette fois de la viande issue de leur élevage. Donc avec tout ça, on le voit bien, la capitalisation de l'expérience, elle permet à l'entreprise d'être plus forte. Une crise, ça pousse à être plus imaginatif, plus créatif, plus innovant, à l'image d'un laboratoire d'idées. C'est, on le disait, le moment d'oser. Et ça, on le voit aussi dans le département. On a écho d'au moins 2 magasins de producteurs qui sont en réflexion. Des réflexions donc, qui sont lancées par des exploitations qui pratiquent de longue date la vente directe, mais qui, depuis la crise sanitaire, sont rejointes par d'autres qui ne pratiquaient pas les circuits courts, qui avaient ça un peu dans un coin de leur tête, on va dire, sans forcément oser sauter le pas, mais qui ont été contraintes de sauter le pas, justement, pendant le premier confinement pour trouver un débouché à leur production. Donc en conclusion, d'autres bouleversements sont en cours, comme la transition écologique et le changement climatique. Pour autant, ce ne sont pas des crises au sens où nous avons défini au début de notre intervention. Ce sont plutôt des mutations profondes. En effet, elles sont annoncées de longue date et nos actions ont un impact direct sur ces phénomènes. Souvent d'ailleurs, une crise, c'est le symptôme d'une mutation en cours. Mais pour une entreprise, que l'on parle de crise ou de mutation, la recette est un peu la même. Ça suppose de pouvoir adapter ses ressources, notamment humaines, et ça requiert aussi de la clarté dans les orientations stratégiques et leurs évolutions. Je vous propose de terminer par une citation de l'économiste et haut fonctionnaire Jacques Attali. Ce que l'on nomme crise n'est que la longue et difficile réécriture qui sépare deux formes provisoires de monde. Mathilde, excuse-moi, je t'entends pas. Ouais. Alors, je crois que Mathilde a un petit souci technique, on ne l'entend pas a priori. Alors, je vois qu'il y a une première question à laquelle je pourrais répondre. Alors, c'est comment prendre la bonne décision dans un contexte incertain de crise? Alors, c'est vrai que oui, c'est pas évident effectivement quand on n'a pas de perspective claire de savoir quoi faire. Après, je dirais que c'est pas parce qu'on est en situation de crise qu'il faut forcément répondre, on va dire entre guillemets, sans réfléchir. Je dirais que c'est quand même important de prendre le temps de prendre un minimum de recul pour analyser la situation, ce qui serait la décision, voilà, les arguments positifs, les arguments qui seraient plutôt défavorables. Et puis peut-être, voilà, faire cette analyse de la situation. Ne pas hésiter aussi, vous n'êtes pas tout seul, peut-être à regarder voilà, vos conseillers habituels, à les interroger, à échanger avec eux
pour confronter votre point de vue et puis prendre votre décision. Et puis, bah, c'est ce qu'on vient de dire aussi, une décision, même en temps de crise, elle sera plus facile à prendre si, du coup, on a une stratégie claire, si on sait où est-ce qu'on veut aller, parce que voilà, on sait notre cap et bah, et puis donc la crise survient et la décision qu'on veut prendre, bah, ce sera une alternative, mais on est toujours clair sur le but, visé. Et puis, je dirais qu'il y a pas, voilà, dans la question, c'est marqué la bonne décision avec un grand, enfin, L, là en majuscule. Après, je suis pas sûre qu'on puisse dire qu'il y ait forcément une bonne ou une mauvaise décision. La décision, bah, elle est prise, ce qu'on pense, voilà, être le mieux, dans le contexte donné. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas forcément, il y aura jamais une décision idéale. Et puis, en plus, de toute façon, d'un chef d'entreprise à l'autre, la perception n'est pas la même, donc la décision, ne sera forcément pas la même. Voilà pour ça. Alors n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Alors, alors j'ai l'impression qu'il y en a pas forcément d'autres. À ce moment-là, bah, comme on a vraiment perdu Mathilde, je vais continuer moi-même et puis, bah, je vais vous remercier, pour votre attention. On a fait un petit essai, Mathilde, est-ce qu'on t'entend? Non, je pense qu'on l'entend pas. Il y a des questions qui arrivent? Alors attends, je ne vois pas les voir. Alors, alors, bah, quelle stratégie aujourd'hui pour les éleveurs laitiers de Saône-et-Loire? Euh, J'aurais tendance à dire un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Cécile et Émilie. C'est que bah, il y a pas forcément une stratégie type pour chaque éleveur. Moi, je dirais que voilà, il faut chacun définisse sa propre stratégie. Voilà, vers quoi est-ce qu'il veut tendre et quelles sont ses valeurs. Parce que c'est vrai que ben, pour certains, ça peut être, on va dire, la rentabilité. Pour d'autres, ça peut être avoir du temps pour soi, par exemple. Donc, ouais, pour moi, il y a pas une stratégie claire. C'est à chacun de construire, oui, sa propre stratégie. Et voilà, justement, ça fait le lien avec la question d'après qui nous dit, vous parlez de stratégie, mais comment définir la stratégie de mon exploitation? Définir en fait sa stratégie d'exploitation, c'est ce que je disais juste avant, c'est savoir où est-ce que l'on veut aller, ce que l'on veut pour son exploitation. Donc, par exemple, voilà, je citais l'exemple tout à l'heure, je veux dégager du revenu tout en ayant du temps pour ma famille. Et donc ça peut être un objectif. Et puis, ben, on le décline, on a un plan d'action pour arriver jusque-là. Et puis une stratégie, c'est vrai que c'est bien de l'écrire justement pour qu'elle soit claire, qu'elle soit formalisée. Et ça, c'est aussi important quand on est à plusieurs, parce que comme ça, bah, on est sûr que tout le monde la partage. Donc c'est bien quand on veut aussi écrire une stratégie, justement, bah, pour ça, d'être accompagné. Vos conseillers Serre France sont un interlocuteur, mais il y en a plein d'autres. Et puis, bah, une stratégie, du coup, bah, c'est pas quelque chose de figé. On s'est fixé un objectif à atteindre, mais après, bah, vous le voyez au quotidien, l'environnement autour de vous évolue. Donc, il y a des opportunités à saisir, il y a des adaptations, mais ça donne le cap à suivre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? J'ai l'impression pour moi que c'est tout bon. Ok. Eh bien, à ce moment-là, il me reste à vous remercier pour votre attention pour cet après-midi. Je vous remercie ben, voilà, tous les intervenants aussi de l'après-midi et puis nos témoins en vidéo qui nous ont fait confiance et voilà, qui nous ont livré leur témoignage pour enrichir notre réflexion. Donc voilà, je vous remercie tous pour votre participation et je vous dis à bientôt. Au revoir. J'ai arrêté. Je l'ai arrêté.